Le crash de l'avion nous a tout pris. Le contrôle, la civilisation et, pour ma patronne, Hélène Mercier, l'armure qu'elle portait depuis des années. Pendant des semaines, le monde l'a vue comme une femme de pouvoir. Je l'ai vue comme la personne qui s'accrochait à moi au milieu d'une tempête, les yeux pleins de peur. C'est dans le silence de la nuit, sous un ciel étoilé, que la femme qui n'avait jamais eu besoin de personne m'a murmuré la confession la plus simple et la plus puissante de toutes. J'ai besoin de toi. Bonjour, je m'appelle Théo. J'ai 24 ans et en ce moment même, je suis assis sur une plage isolée avec ma patronne, l'estimée et intimidante Hélène Mercier. Je dois avouer que ma vie a pris un tournant très inattendu. Si quelqu'un m'avait demandé il y a quelques semaines où je serais aujourd'hui, j'aurais peut-être plaisanté, en train d'aller chercher du café ou de confirmer des réservations. Certainement pas échoué sur une île déserte au milieu de nulle part. Mon travail est officiellement intitulé assistant personnel, ce qui est une façon élégante de dire que je fais tout ce pourquoi Hélène n'a ni le temps ni la patience. Servir des cafés, planifier des rendez-vous, prendre des notes, même aller chercher son linge. C'est routinier, mais ça paie les factures. Hélène est la directrice générale de Mercier Industries, une influente société de services financiers à Paris. Elle est élégante, sophistiquée et a la réputation d'être aussi froide et inaccessible qu'un glacier. Depuis que je travaille pour elle, Hélène a toujours maintenu des limites professionnelles claires. Nos interactions consistaient généralement en de brefs hochements de tête, des conversations succinctes et des regards désapprobateurs occasionnels. Nous parlions rarement de sujets non liés au travail, et même dans ce cas, sa communication était précise et distante. Dire qu'un fossé existait entre nous serait un euphémisme. Il y avait tout un canyon de différences qui séparait nos vies et nos personnalités. L'accident d'avion. Ce matin-là, nous sommes montés dans son élégant jet privé qui devait se rendre à Nice, où une réunion client importante était prévue. C'était ma première fois dans un avion privé, et bien que je me sente un peu déplacé au milieu des sièges en cuir poli et du décor impeccable, j'ai essayé de paraître détendu. Hélène s'est rapidement assise, tapant sur sa tablette, plongée dans son monde méticuleusement organisé. J'ai choisi une place en face de l'allée, jetant des regards nerveux par la fenêtre alors que de lourds nuages s'accumulaient à l'horizon. À mi-parcours du vol, le ciel est devenu gris foncé et menaçant et l'avion a commencé à trembler légèrement. Au début, j'ai essayé d'ignorer cela, convaincu que les turbulences ne seraient que temporaires. Mais les minutes passaient et les secousses devenaient plus fortes. L'anxiété me serrait la poitrine. J'ai regardé Hélène, m'attendant à la voir aussi nerveuse que je me sentais, mais elle est restée parfaitement calme, même si j'ai remarqué que ça maintenait sa tablette un peu plus fermement qu'avant. Soudain, le système d'interphone a grésillé, la voix du pilote calme, mais tendue. Nous entrons dans une zone météorologique inattendue. Veuillez attacher vos ceintures et rester assis. L'avion a secoué violemment alors qu'il finissait de parler, me projetant presque hors de mon siège. Mon cœur battait la chamade, la panique prenant rapidement le dessus sur ma raison. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je crié à voix haute, agrippant les accoudoirs jusqu'à ce que mes doigts deviennent blancs. Hélène a finalement levé les yeux. Nos regards se sont croisés un instant. Son expression était impénétrable, mais j'ai remarqué que sa mâchoire se serrait fermement, trahissant la peur sous sa façade soigneusement entretenue. « Ce n'est que des turbulences », a-t-elle dit calmement, bien que sa voix manque de son assurance habituelle. Une autre secousse violente a ébranlé l'avion, cette fois accompagnée d'un coup de tonnerre assourdissant. Les lumières de la cabine ont clignoté brièvement, nous plongeant momentanément dans l'obscurité avant de se rallumer. J'ai regardé Hélène, les yeux écarquillés, cherchant une once de réconfort, mais elle laissait rester silencieuse, ses yeux fixés sur la porte du cockpit. Sans avertissement, l'avion a commencé à descendre brusquement. L'horrible sensation de chute libre m'a saisi le ventre. Les masques à oxygène sont tombés d'en haut, se balançant de manière chaotique. Mon instinct a pris le dessus. J'ai attrapé un masque et l'ai pressé sur mon visage. Ma respiration était irrégulière et désespérée. Hélène s'est figée brièvement, ses yeux s'écarquillant sous le choc. Sans réfléchir, j'ai attrapé un autre masque et le lui ai pratiquement mis dans la main. « Mets-le !» ai-je crié avec urgence. Elle n'a hésité qu'une fraction de seconde avant de suivre mon instruction. Ses mains tremblaient légèrement. Nos regards se sont croisés de nouveau, et à ce moment-là, les barrières entre la patronne et l'assistant ont disparu. Nous n'étions plus que deux personnes terrifiées face à l'inconnu. L'interphone a grésillé de nouveau, à peine audible au-dessus du bruit de la tempête. « Nous nous écrasons », a retenti la voix sombre du pilote. Un frisson a parcouru mon dos. Hélène a instinctivement agrippé mon avant-bras. Ses ongles se sont enfoncés dans ma peau avec une force surprenante. « Accroche-toi », a-t-elle murmuré avec urgence. La peur était enfin ouvertement visible dans ses yeux. L'impact est survenu soudainement.
Violemment, le métal a craqué et s'est déchiré autour de nous alors que l'avion s'écrasait sur la terre ferme. Tout semblait se passer en même temps. Le grincement du métal, l'explosion du verre, la sensation accablante d'être projeté en avant. L'île déserte. L'obscurité a enveloppé mes sens, alors que je perdais brièvement connaissance. Lorsque je me suis réveillé, étourdi et avec le vertige, je me suis retrouvé toujours attaché à mon siège, la cabine de l'avion détruite et exposée aux éléments. Hélène a bougé à côté de moi, gémissant doucement, visiblement assommée. Je me suis détaché avec peine, j'ai titubé et j'ai tendu la main pour la soutenir. Hélène? Ma voix tremblait alors que je posais doucement une main sur son épaule. Elle a sursauté légèrement, a ouvert les yeux et a regardé autour d'elle avec confusion. Sommes-nous en vie? Sa voix était douce, presque enfantine. En quelque sorte, oui, ai-je dit, en regardant autour de nous pour évaluer notre environnement. Nous avions atterri sur une bande de plage de sable. Des palmiers bordèrent l'horizon. Une végétation luxuriante indiquait que nous nous étions écrasés sur une île tropicale. Belle, mais complètement isolée. La réalité de notre situation m'a frappé de plein fouet. Nous avons besoin d'aide, ai-je murmuré en sortant mon téléphone, seulement pour constater qu'il n'y avait pas de signal. Hélène a vérifié le sien. Son visage est devenu pâle lorsqu'elle a constaté la même chose. Pas de signal, a-t-elle murmuré. Sa façade calme s'est légèrement effritée. Nous sommes sortis prudemment de l'épave. Le soleil brûlant et l'air humide nous ont immédiatement enveloppés. Le silence était troublant, seulement interrompu par le doux bruit des vagues sur le rivage voisin. Il n'y avait aucun signe de civilisation, seulement un océan sans fin qui s'étendait dans toutes les directions. Hélène se tenait à côté de moi, raide, s'efforçant de maintenir son calme habituel. « Nous sommes complètement isolés », a-t-elle finalement admis. Sa voix trahissait une once de panique. J'ai avalé difficilement, me forçant à rester calme malgré la peur grandissante en moi. « Oui », ai-je dit lentement, choisissant mes mots avec soin. Pas de sauvetage, pas de communication. Hélène s'est tournée vers moi. La réalisation a poché sur son visage qu'elle n'avait peut-être pas le contrôle pour la première fois de sa vie d'adulte. Ses yeux cherchaient désespérément les miens, à la recherche de réponses rassurantes que je n'avais pas. Je savais ce qu'elle pensait, ce que nous pensions tous les deux. J'ai pris une grande inspiration, et j'ai calmement rendu son regard. Nous devons compter l'un sur l'autre pour survivre à cela. Elle a hésité un instant, visiblement mal à l'aise avec l'idée de vulnérabilité, de dépendance envers quelqu'un comme moi, son jeune assistant inexpérimenté. Mais il n'y avait pas d'alternative. Après un moment, elle a hoché la tête lentement, reconnaissant à contre-cœur notre réalité partagée. « Tu as raison », a-t-elle dit doucement, sa voix à peine audible au-dessus du bruit des vagues. « Nous sommes là-dedans, ensemble. » Alors que nous nous tenions côte à côte, regardant l'étendue infinie de l'océan, j'ai ressenti une certitude inquiétante s'installer au plus profond de moi. Notre survie dépendrait désormais plus que jamais de nous deux. Le premier conflit. La dure réalité de notre situation nous a frappés le lendemain matin. Alors que nous nous réveillions au lever du soleil à côté de l'avion détruit, un silence inquiétant planait sur le site du crash. La veille, nous avions fait la macabre découverte que les pilotes n'avaient pas survécu à l'impact. Leurs corps étaient maintenant respectueusement couverts près du fuselage. Maintenant, Hélène et moi étions seuls, complètement seuls, dans un endroit intact de toute civilisation, sans aucun moyen d'appeler à l'aide. Après un petit déjeuner tendu, presque sans parole, composé de quelques barres de céréales d'urgence trouvées près de l'épave, j'ai brisé le silence en essayant de paraître sûr de moi. Nous devons trouver de l'eau douce, c'est la priorité absolue. Hélène ne m'a pas regardé tout de suite. Ses yeux sont restés fixés sur l'horizon, sa mâchoire serrée. Son calme est revenu rapidement. Quand elle a finalement parlé, sa voix était ferme et résolue. Nous devrions rester près de la plage. Il pourrait y avoir de l'eau douce qui se jette dans l'océan à proximité, et nous pourrons signaler les bateaux qui passent depuis la côte. Je ne pense pas que quelqu'un passera de sitôt, ai-je répliqué, en m'efforçant de ne pas laisser la frustration transparaître dans ma voix. C'est plus pratique d'aller à l'intérieur des terres. On trouve généralement des ruisseaux ou des sources d'eau douce loin du rivage. Elle m'a jeté un regard sceptique, ses sourcils légèrement froncés, visiblement agacés. Et tu le sais par expérience? As-tu déjà été échoué? J'ai ravalé une réponse vive. Écoute, Hélène, j'ai un peu fait de camping sauvage dans ma vie. Crois-moi, l'eau douce coule généralement en descente depuis l'intérieur des terres. Elle s'est redressée. Une expression familière et têtue a traversé son visage. Je sais que tu veux aider, Théo, mais j'ai l'habitude de prendre des décisions critiques au quotidien. Restons sur la côte jusqu'à ce que nous soyons sûrs qu'il n'y a pas d'alternative. J'ai expiré brusquement, luttant contre l'agacement croissant. Si nous restons ici et qu'il n'y a pas d'eau douce, nous perdrons un temps précieux. La déshydratation s'installe vite. Hélène a secoué la tête de manière dismissive.
Sa patience s'effritait visiblement. Je suis confiante que nous trouverons ce dont nous avons besoin près de la côte. On fait à ma manière. Son ton de supériorité a touché une corde sensible, mais j'ai choisi mes mots avec soin. Tu es ma patronne à la maison, Hélène, mais nous ne sommes pas au bureau ici. La survie n'est pas une question de hiérarchie, c'est une question de bon sens. Elle a plissé les yeux. Sa voix était maintenant glaciale. Bien, si tu penses que tu sais mieux, alors perds ton temps. Je m'en tiens à mon plan. Frustré, je me suis retourné brusquement, décidant que toute discussion supplémentaire était futile. D'accord, ai-je murmuré. Bonne chance. Nous nous sommes séparés sans un mot de plus. Chacun déterminé à prouver que l'autre avait tort. La chute d'Hélène a marché avec détermination le long de la côte, cherchant entre les rochers et les plantes côtières, tandis que je me suis enfoncé dans le feuillage dense, déterminé à trouver des preuves de mon argument. La jungle était dense, oppressante d'humidité et remplie de bruits inconnus. Ma colère a lentement fait place à une peur silencieuse. J'ai commencé à douter de moi-même. Et si Hélène avait raison? Et si je ne trouvais rien? 1 heure s'est écoulée sans succès. Ma gorge est devenue sèche et la frustration est revenue en force. Juste au moment où le doute s'installait davantage dans mon esprit, j'ai aperçu des buissons bas avec des baies rouges vives. J'en ai cueilli une avec précaution, hésitant. Mes connaissances limitées en matière de survie me disaient que toutes les baies n'étaient pas sûres, mais les couleurs vives donnaient l'espoir que la nourriture pouvait être abondante ici. Soudain, un cri lointain a attiré mon attention. La voix d'Hélène, tendue et effrayée. Mon cœur s'est emballé d'une inquiétude soudaine. Sans hésiter, j'ai couru vers la plage, ignorant les branches qui me fouettèrent le visage. J'ai débouché sur la plage, cherchant rapidement un signe d'elle. Sa voix venait de plus loin le long de la côte, près d'un tas de grands arbres. J'ai couru vers le son, essoufflé. Lorsque je l'ai rejointe, Hélène était assise maladroitement sur le sable, grimaçant de douleur évidente. Du sang était visible sur sa cheville. Au-dessus d'elle, des fruits se balançaient doucement dans le vent, juste hors de portée. Que s'est-il passé? Ai-je demandé rapidement, m'agenouillant à côté d'elle. Ses yeux évitaient les miens. L'embarras était évident. Je grimpais pour atteindre les fruits, et mon pied a glissé, a-t-elle admis à contre-cœur. Sa voix était exceptionnellement petite. Laisse-moi voir, ai-je dit doucement, en examinant la blessure. Sa cheville était gravement écorchée, mais ne semblait pas cassée. Tu as de la chance que ce ne soit pas pire. Elle s'est raidie à mon contact, visiblement mal à l'aise avec la vulnérabilité. Je n'avais pas besoin que tu te précipites, a-t-elle dit. Son ton essayait d'être provocateur, mais il était étouffé. J'ai ignoré sa protestation. J'ai arraché un morceau de ma manche de chemise et je l'ai enroulé avec précaution autour de sa cheville, juste assez serré pour arrêter le saignement. Tu n'aurais pas dû grimper, ai-je dit doucement, en gardant mon ton neutre. On peut trouver des choses ensemble. Grimper seul dans les arbres n'était pas prudent. Hélène a détourné le regard. Sa mâchoire s'est serrée. Je m'en sors seul. Je sais que tu le peux, ai-je répondu calmement, en essayant d'être rassurant plutôt que critique. Mais nous sommes coincés ici, Hélène. Nous devons compter l'un sur l'autre, pas être en compétition. Elle n'a pas répondu tout de suite. Ses yeux fixaient obstinément les vagues lointaines. Un silence pesant s'est installé entre nous. Finalement, elle a pris une grande inspiration, semblant se ressaisir. « As-tu trouvé quelque chose à l'intérieur des terres » a-t-elle demandé doucement. Sa voix n'était guère plus qu'un murmure. « Pas encore » ai-je admis honnêtement. Mais il y a des buissons de baies qui pourraient être comestibles. Je vais vérifier à nouveau pour être sûr, et nous continuerons à chercher. Hélène a hoché la tête lentement, l'air pensive. Sa façade têtue commençait à s'effriter légèrement, révélant une insécurité silencieuse. Je pensais que ce serait plus facile, a-t-elle dit doucement, comme si elle parlait plus à elle-même qu'à moi. La survie n'est pas facile, ai-je répondu doucement. Mais c'est possible si nous travaillons ensemble. Elle m'a enfin regardé. Son expression habituelle et dure s'était un peu adoucie. Pour la première fois depuis le crash, j'ai vu un doute et une vulnérabilité réelle dans ses yeux. Je suis désolée, a-t-elle dit doucement. L'hésitation était palpable dans sa voix, bien qu'elle ait rapidement essayé de cacher son malaise. Je n'aurais pas dû rejeter tes idées. Surpris par ces excuses inattendues, j'ai senti ma propre colère s'estomper. C'est bon, nous avons tous les deux peur. Continuons à partir d'ici. Elle a hoché la tête en silence, s'est levée prudemment et a grimacé en testant sa cheville. Instinctivement, je me suis avancé pour la soutenir, mais elle a levé légèrement la main pour indiquer qu'elle pouvait se débrouiller seule. Néanmoins, j'ai remarqué qu'elle s'est légèrement penchée plus près, alors que nous retournions à notre abri de fortune. Alors que la soirée s'installait sur l'île, nous avons partagé un repas silencieux, réfléchissant aux jours difficiles qui nous attendaient. Hélène était assise en face de moi, pensive mais plus calme. La barrière froide qu'elle avait érigée auparavant s'estompait lentement. Malgré son silence,
son regard dérivait occasionnellement vers moi avec une gratitude subtile et inexprimée. À la lueur vacillante du feu, j'ai reconnu à quel point elle avait changé en une seule journée. Notre orgueil nous avait presque coûté cher, mais peut-être que cette dure leçon nous avait tous les deux rendus humbles. Alors que l'obscurité nous enveloppait, Hélène a finalement parlé. Sa voix était calme, mais plus douce que d'habitude. Demain, nous chercherons de l'eau ensemble. Tu mèneras. Son accord m'a surpris, mais je l'ai accepté de bon cœur. Ensemble, ai-je convenu, sachant que nous avions tous deux appris quelque chose de précieux ce jour-là. La survie ne consistait pas à prouver qui avait raison. Il s'agissait de faire confiance à la personne à côté de soi, indépendamment de ses différences. La vulnérabilité d'Hélène. Les jours qui ont suivi notre dispute ont semblé changer notre situation de manière spectaculaire. Hélène, bien que conservant son autorité naturelle, a commencé à m'écouter plus ouvertement dans nos plans de survie. Nous avons rapidement trouvé un rythme stable dans la répartition des tâches. J'étais responsable de la construction d'un abri, une tâche qui a ravivé des souvenirs oubliés depuis longtemps de voyages de camping avec mon père. Hélène a géré nos réserves de nourriture et d'eau limitées, appliquant sa pensée stratégique méticuleusement à rationner nos provisions et à trouver les meilleures façons d'étirer nos ressources. Sous la chaleur implacable du soleil tropical, j'ai passé les jours suivants à ramasser des branches, des feuilles de palmier et des lianes pour construire un abri stable. C'était un travail épuisant et trempé de sueur, mais étrangement satisfaisant. J'ai choisi un endroit plat légèrement à l'intérieur des terres, protégé par des buissons denses et ombragé par de grands palmiers. Lentement, une petite hutte, mais stable, a pris forme, se fondant dans le feuillage vert dense qui nous entourait. Hélène, quant à elle, est devenue presque scientifique dans sa gestion de nos provisions. Elle a stocké méticuleusement les fruits comestibles, séparant soigneusement les plus douteux et rationnant strictement notre consommation d'eau. Chaque soir, elle s'asseyait tranquillement près de la hutte, me faisant un rapport calme et analytique sur nos ressources, sans que l'émotion ne s'immisce dans sa voix. Pourtant, sous son calme, je sentais une tension sous-jacente, un fardeau de préoccupation qu'elle ne voulait pas partager. Un soir, alors que le crépuscule s'installait et baignait l'île d'une lumière dorée, j'ai terminé d'ajouter des feuilles de palmier pour renforcer le toit. J'ai reculé et j'ai regardé la structure finie avec fierté. Ce n'est pas vraiment un hôtel de luxe, mais ça nous gardera au sec, ai-je fait remarquer, en essuyant la sueur de mon front. Hélène a levé les yeux des fruits qu'elle organisait et a hoché la tête avec une véritable appréciation. C'est impressionnant. Tu es bon à ça, a-t-elle admis doucement. Merci, ai-je répondu, légèrement surpris par sa sincérité. Mon père m'emmenait en camping chaque été. Je suppose qu'une partie de cela est restée. Elle était restée silencieuse pendant un moment, ses yeux pensifs. Finalement, elle s'est levée et s'est assise à côté de moi sur une souche d'arbre tombée près de l'abri. Pendant un moment, nous avons tous les deux regardé en silence la lumière du soleil déclinant dansant sur la surface de l'océan. Mon père n'a jamais fait ce genre de choses avec moi, a soudainement dit Hélène, brisant notre silence. Sa voix était douce, presque pensive. Il était toujours au travail. L'ambition est ancrée dans notre famille. Je l'ai regardée, surpris par la révélation inattendue. Jusqu'à présent, elle avait à peine prononcé un mot sur sa vie privée. L'ambition n'est pas nécessairement une mauvaise chose, ai-je dit avec prudence. Elle a laissé échapper un petit rire amer. Non, mais ça peut rendre très solitaire. J'ai hésité, ne sachant pas si elle attendait une réponse. Vous semblez tout avoir, ai-je finalement dit, en choisissant mes mots avec soin, du moins du point de vue d'un étranger. Hélène a soupiré doucement. Ses yeux sont restés fixés sur l'océan. Les apparences peuvent être trompeuses, Théo. Le succès coûte souvent plus cher que les gens ne le pensent. Elle a fait une courte pause, comme si elle se demandait si elle devait continuer. Quand elle a parlé à nouveau, son ton était plus vulnérable, plus doux que je ne l'avais jamais entendu. J'étais marié une fois, nous nous sommes rencontrés tôt dans nos carrières, tous les deux des personnes ambitieuses et motivées. Cela semblait parfait au début, 2 personnes grimpant l'échelle ensemble. Mais plus le succès grandissait, plus la distance entre nous s'agrandissait. Finalement, notre relation n'était plus qu'un accord commercial. 2 étrangers qui partageaient le même toit. Sa voix s'est brisée légèrement, trahissant une douleur cachée. Il m'a finalement quitté et je me suis plongé dans le travail. Je suis désolé, ai-je dit doucement, sincèrement touché par son honnêteté. Elle a secoué doucement la tête, écartant ma sympathie. C'est pour ça que je suis devenue ce que je suis, a-t-elle dit en se désignant avec dédain, froide et distante comme les gens le disent. C'est plus facile de construire des murs que de se faire blesser à nouveau. Je n'ai pas répondu tout de suite, laissant ces mots s'enfoncer en moi. Sa confession expliquait tant de choses sur son comportement, son professionnalisme rigide, sa nature fermée. Parfois, les murs nous protègent,
ai-je finalement dit doucement. Mais ils gardent aussi tout le monde dehors. Hélène s'est tournée vers moi. Son expression était impénétrable pendant un long moment. Peut-être, a-t-elle murmuré doucement, presque pour elle-même, avant de se lever brusquement. Nous devrions nous reposer. C'était une longue journée. La nuit est tombée rapidement, apportant un froid soudain dans l'air humide. Nous nous sommes retirés dans notre humble hutte, nous installant en silence sur des côtés opposés, séparés par la tension silencieuse de la vérité qu'elle avait partagée, le renforcement des liens. Nous n'avions pas dormi depuis longtemps quand un grondement lointain m'a réveillé. Au début, j'ai cru que je rêvais, mais le bruit est rapidement devenu plus fort et plus proche. La pluie a commencé à s'abattre violemment sur notre abri. Le vent hurlait furieusement à travers les arbres. « Hélène !» ai-je crié au-dessus du vacarme assourdissant de la tempête, et je me suis levé. Elle s'est rapidement assise. L'alarme a éclaté sur son visage. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Une tempête tropicale, » ai-je répondu. La panique montait rapidement alors que la fragile hutte tremblait sous des rafales violentes. « Reste près de moi. » Le vent hurlait plus fort, secouant brutalement la structure. Les feuilles de palmier ont commencé à se détacher, laissant des trous par lesquels la pluie s'engouffrait. Hélène s'est instinctivement rapprochée, les yeux écarquillés par la peur. Sans réfléchir, j'ai tendu la main, je l'ai tirée fermement dans mes bras, la protégeant des éléments. « Je t'ai !» ai-je crié par-dessus le chaos, la tenant fermement alors que la hutte menaçait de s'effondrer. Ses doigts se sont serrés sur ma chemise, son visage pressé contre mon épaule, sa respiration rapide et irrégulière. Pendant un instant, au milieu de la fureur de la tempête, rien d'autre ne comptait que de la protéger. Nous nous sommes accroupis ensemble, pendant ce qui a semblé une éternité, écoutant impuissant la tempête faire des ravages sur notre environnement. Finalement, la fureur s'est lentement apaisée. Le hurlement des vents a laissé place à un doux murmure, et la pluie torrentielle s'est transformée en une légère bruine. Quand ce fut enfin fini, le matin s'est levé. Nous sommes sortis prudemment et avons évalué les dégâts. L'île était jonchée de branches cassées et de débris. Notre hutte était gravement endommagée, mais elle tenait toujours, à peine. Hélène se tenait à côté de moi, silencieuse, visiblement secouée, mais étrangement calme. Quand elle a finalement levé les yeux vers moi, il y avait une profondeur dans son expression que je n'avais jamais vue auparavant. La gratitude, la vulnérabilité et une admiration silencieuse se sont mélangées. « Merci », a-t-elle murmuré doucement. Sa voix tremblait légèrement. « Tu m'as protégé. » J'ai souri doucement. La chaleur a rempli ma poitrine malgré notre situation sombre. « Nous sommes là-dedans ensemble, tu te souviens ?» Elle a hoché la tête lentement, ses yeux toujours fixés sur les miens. Il y a très longtemps que je ne me suis pas senti vraiment en sécurité avec quelqu'un. Tes mots m'ont profondément touché, Théo. Je reconnaissais la confiance profonde qu'elle avait placée en moi pendant la tempête. Je suis heureux que tu te sentes en sécurité maintenant, ai-je répondu doucement. La sincérité était claire dans ma voix. Hélène s'est de nouveau tournée vers l'océan, a pris une grande inspiration, sa posture se détendant enfin. Quelque chose de subtil, mais significatif, avait changé entre nous, plus profond qu'un simple partenariat. Un lien tacite, forgé par une vulnérabilité partagée et une confiance mutuelle. À côté des vestiges de la tempête, j'ai senti le mur d'isolement d'Hélène commencer à s'effriter, remplacé par une ouverture prudente. Pour la première fois depuis des années, elle s'autorisait à se sentir en sécurité. Vraiment en sécurité avec quelqu'un, et étonnamment, j'étais cette personne. La relation se développe. Les jours sur l'île se sont lentement fondus en une existence simple, presque rythmée. Chaque matin apportait la lumière du soleil qui filtrait doucement à travers la canopée, accompagnée du chant des oiseaux et du bruit apaisant des vagues. L'anxiété et la tension initiale se sont progressivement transformées en une acceptation tranquille, une compréhension mutuelle de nos circonstances. Les frontières entre patronne et assistant se sont dissoutes. Il ne restait plus qu'Hélène et moi, deux personnes apprenant à survivre ensemble. Depuis la tempête, quelque chose d'indéniable avait changé entre nous. Hélène était visiblement plus douce, sa voix plus tendre et ses yeux plus aimables chaque fois qu'elle me parlait. Elle a commencé à s'ouvrir progressivement davantage, révélant des couches qu'elle avait cachées sous sa façade polie. En retour, je me suis retrouvé à partager des choses que je n'avais jamais racontées à personne. Des rêves, des regrets, des ambitions inassouvies. Un après-midi, alors que nous ramassions du bois de chauffage, Hélène s'est tournée vers moi, la curiosité dans les yeux. « Et Théo, si je peux me permettre, comment as-tu fini par devenir assistant ? Tu es de toute évidence capable de plus. » Je me suis arrêtée, j'ai posé les branches que j'avais ramassées, me sentant légèrement vulnérable, mais assez à l'aise pour être honnête. J'ai étudié l'économie et le marketing à l'université. Ai-je commencé lentement en regardant par terre. Mais après l'obtention du diplôme, c'est devenu compliqué.
Mon père est tombé malade, alors j'ai pris le premier emploi que j'ai pu trouver pour le soutenir. Quand il est décédé, je me suis retrouvé en quelque sorte coincé. L'expression d'Hélène s'est adoucie, pleine de compassion. Je ne savais pas. J'ai haussé les épaules, essayant de paraître indifférent, bien que sa gentillesse m'ait profondément touché. C'est bon, travailler pour vous n'était jamais censé être une solution permanente, juste quelque chose pour me remettre sur pied. Mais en chemin, j'ai oublié comment poursuivre mes rêves. Ses yeux ont soigneusement cherché les miens. Une véritable compassion se reflétait clairement dans son regard. Tu mérites plus que de servir du café et d'organiser des rendez-vous, Théo. Tu es talentueux et plein de ressources. J'espère que lorsque nous rentrerons à la maison, tu poursuivras à nouveau ces rêves. Ces mots d'encouragement d'Hélène ont signifié plus qu'elle ne le savait. J'ai souri avec gratitude, me sentant soudainement plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Merci, ai-je dit doucement. La sincérité était claire dans ma voix. En retour, Hélène s'est ouverte davantage, partageant plus d'histoires sur son passé, ses luttes et l'isolement qu'elle a ressenti en grimpant l'échelle de la carrière. Chaque conversation nous a rapprochés, forgeant progressivement un lien plus fort qu'un simple partenariat ou la nécessité de survivre. La confession d'Hélène. Un après-midi ensoleillé, poussé par la faim et le besoin de nourriture fraîche, nous nous sommes aventurés dans une crique rocheuse de l'autre côté de l'île pour pêcher. Avec des lances de fortune fabriquées à partir de bâtons aiguisés, nous nous tenions à genoux dans l'eau cristalline, observant attentivement les mouvements sous la surface. Les yeux d'Hélène brillaient d'excitation et de détermination, alors qu'elle avançait prudemment et visait avec soin. Avec une habileté surprenante, elle a poussé sa lance vers le bas et a tiré triomphalement un grand poisson argenté. « Théo, j'en ai un !» a-t-elle crié avec excitation. Un large sourire a éclairé son visage, exempt de toute retenue ou professionnalisme habituel. J'ai ri de bon cœur, sincèrement ravi de sa joie. Inspiré par son succès, j'ai rapidement tenté ma chance et j'ai bientôt attrapé un autre poisson pour notre festin. Ce soir-là, nous avons fait griller notre prise au-dessus d'un feu ouvert, savourant chaque bouchée du poisson frais et chaud alors que le crépuscule s'épaississait autour de nous. Assis côte à côte, nous avons parlé librement. Les rires résonnaient librement, sans les formalités ou les titres de poste. Pour la première fois depuis le crash, nous ne pensions ni à nos obligations, ni aux attentes de la société, ni aux pressions qui nous attendaient à la maison. Alors que la nuit s'épaississait, la conversation est devenue progressivement plus calme, remplacée par un silence agréable alors que nous fixions les flammes vacillantes. Hélène s'est penchée plus près, sa voix douce et pensive. « Tu sais, Théo, être échoué ici avec toi a changé quelque chose en moi. Cela m'a fait réaliser à quel point ma vie était devenue vide. » Je me suis tourné vers elle, surpris mais touché par son ouverture. Peut-être que cette île n'est pas seulement une malédiction. Peut-être qu'elle nous donne à tous les deux une chance de recommencer, de voir les choses plus clairement. Elle a hoché la tête, lentement, ses yeux pensifs et sincères. Je pense que tu as raison. Nous sommes restés assis en silence pendant un long moment, savourant la paix de la présence de l'autre, avant de nous retirer finalement pour la nuit dans notre abri réparé. Cela semblait naturel, facile, une proximité qui était devenue plus que la simple communauté de survie. Pourtant, notre harmonie retrouvée a été brusquement brisée dans la nuit. Je me suis soudainement réveillé, sentant que quelque chose n'allait pas. Hélène était agitée de l'autre côté de notre hutte. Sa respiration était irrégulière, sa peau rougie et moite, même dans l'air frais de la nuit. L'alarme a sonné, je me suis rapproché, touchant doucement son front. Il était brûlant sous ma main. « Hélène !» ai-je appelé doucement, ne voulant pas l'effrayer. Elle a lentement ouvert les yeux, désorientée et faible. « Je me sens horrible », a-t-elle murmuré faiblement. Je l'ai rapidement examinée et j'ai réalisé que la petite blessure d'il y a quelques jours était devenue enflammée, maintenant gonflée et d'un rouge furieux. Mon cœur s'est emballé d'inquiétude, car je savais que nous avions des fournitures médicales limitées et encore moins de connaissances pour traiter correctement les infections. « Tu as une forte fièvre », ai-je dit avec urgence, me forçant à rester calme. « Nous devons te rafraîchir et t'hydrater. » Pendant cette longue nuit angoissée, j'ai pris soin d'elle avec diligence, humidifiant des morceaux de tissu pour refroidir son front et la persuadant de boire de petites quantités d'eau, murmurant de doux apaisements chaque fois qu'elle devenait agitée. Mon épuisement a été éclipsé par une profonde inquiétude, car je savais à quel point son état pouvait devenir dangereux si la fièvre ne baissait pas bientôt. Finalement, alors que le matin se levait, sa fièvre a lentement diminué. Sa respiration est devenue plus régulière et plus profonde. Soulagé, mais épuisé, je suis resté près d'elle, ne voulant pas quitter son côté jusqu'à ce que je sois sûr qu'elle allait bien. La reconnaissance et l'amour. La lumière du matin filtrait à travers les interstices de l'abri,
réchauffant doucement l'air autour de nous. Hélène a lentement ouvert les yeux. La confusion a brièvement traversé son visage avant que la clarté ne revienne. Elle a regardé en bas, me remarquant effondrée à côté d'elle, la tête appuyée contre la paroi de la hutte, visiblement épuisée par la veillée nocturne. Elle m'a observé en silence, son cœur rempli d'un mélange d'émotions, gratitude, chaleur et un nouveau respect. Pour la première fois depuis le début de notre relation professionnelle, elle ne me voyait pas comme son jeune assistant, mais comme un homme mûr, capable et digne de confiance, qui avait pris soin d'elle de manière désintéressée dans l'un de ses moments les plus vulnérables. Elle a doucement tendu la main, touchant légèrement mon bras pour me réveiller. Je me suis agité lentement, clignant des yeux avec somnolence alors que nos regards se croisaient. Elle m'a offert un doux sourire. La gratitude brillait ouvertement dans son regard. « Merci Théo », a-t-elle murmuré, sa voix remplie d'une sincérité chaleureuse. « Je n'aurais pas survécu la nuit dernière sans toi. » J'ai souri doucement en retour, profondément soulagé de son état amélioré. « Je suis juste heureux que tu ailles bien. » Dans ce moment calme et tendre, Hélène a pleinement reconnu à quel point Théo avait grandi à ses yeux. Non plus seulement un jeune assistant qui va chercher du café et fait des courses, mais un partenaire fort et fiable qui avait prouvé qu'il pouvait la protéger et prendre soin d'elle. Elle a senti quelque chose bouger profondément dans son cœur, reconnaissant la profondeur de sa nouvelle confiance et de son affection pour l'homme assis à côté d'elle. Dans les jours qui ont suivi la maladie d'Hélène, sa santé s'est progressivement améliorée, apportant un soulagement, mais aussi quelque chose de complexe dans nos vies. Chaque jour, quelque chose de subtil se déplaçait entre nous. Ni Hélène ni moi n'en avons parlé ouvertement, mais c'était dans l'air, se renforçant tranquillement, un courant de sentiments que nous sentions tous les deux, mais hésitions à exprimer. Nous sommes facilement tombés dans des routines. Hélène a continué à surveiller méticuleusement nos ressources, planifiant nos journées avec soin, tandis que je maintenais l'abri, allais chercher de l'eau douce et chassais de la nourriture. Notre partenariat est devenu transparent, intuitif. Nous connaissions les habitudes de l'autre, anticipions les pensées de l'autre et avons commencé à partager des regards et de brefs contacts qui duraient un peu plus longtemps à chaque fois. Le dilemme est la confession finale. Un après-midi tranquille, alors que nous réexplorions les environs du lieu du crash, j'ai fait une découverte importante. Un panneau métallique réfléchissant de l'avion, encore intact malgré le violent crash. Mon cœur a fait un bond, car j'ai immédiatement réalisé que cela pouvait être notre billet hors de l'île. Un parfait dispositif de signalisation pour attirer les avions ou les bateaux qui passaient. Je l'ai soigneusement ramené et j'ai présenté ma trouvaille à Hélène, qui se tenait tranquillement près de notre abri. Alors que j'expliquais mon idée, décrivant avec enthousiasme comment nous pourrions placer stratégiquement la surface réfléchissante pour maximiser la visibilité, j'ai remarqué qu'Hélène restait silencieuse, ses yeux voilés d'incertitude. « Hélène ?» ai-je demandé doucement, sentant son hésitation. « Cela pourrait nous faire sortir d'ici. » « N'est-ce pas une bonne nouvelle ?» Elle a clairement hésité, déchirée intérieurement. « Bien sûr que c'est une bonne nouvelle, » a-t-elle finalement répondu doucement, mais sa voix manquait d'enthousiasme. C'est juste que... Elle s'est interrompue, se détournant légèrement de moi, son expression pensive et distante. Je me suis approché, inquiet de sa réaction. Qu'est-ce qui ne va pas ? Elle a pris une grande inspiration, rassemblant visiblement son courage. Quand elle a parlé à nouveau, sa voix était douce, pensive. Je ne suis pas sûre d'être prête à partir, Théo. Cela semble étrange, mais cette île, cette vie que nous avons construite ici, est la plus honnête et la plus heureuse que j'ai ressentie depuis des années. Sa confession m'a surpris, mais en même temps, elle a eu un profond écho en moi. Je comprends, ai-je dit doucement. C'est simple ici. Pas de pression, pas de rôles à maintenir. Elle m'a regardé attentivement, ses yeux pleins de vulnérabilité. Exactement. À la maison, j'ai construit une image, puissante, calme, réussie. Mais derrière tout ça, j'étais seule, entourée de gens mais complètement isolée. Sa voix est devenue encore plus douce, à peine plus qu'un murmure. Je me suis convaincue que la solitude faisait partie du succès, le prix que je devais payer. Mais être ici avec toi m'a montré à quel point j'avais tort. Mon cœur battait plus vite, ému par son ouverture. Tu n'es plus seule, l'ai-je assuré doucement. Hélène a fait un pas de plus, ses yeux fixés sur les miens. Non, pas ici. Mais que se passe-t-il quand nous rentrons ? Je suis toujours ta patronne. Tu es toujours mon assistant. Nos mondes ne correspondent pas de la même manière. J'ai soupiré doucement, reconnaissant la douloureuse vérité de ces mots. J'y ai pensé aussi, mais peut-être que nous avons changé. Peut-être qu'être ici nous a montré ce qui est si vraiment important. Elle a brièvement détourné le regard, visiblement troublée par l'incertitude qui nous attendait. Finalement, elle a parlé à nouveau. Sa voix était hésitante, mais ferme. Je ne veux pas perdre ce lien que nous avons trouvé, mais j'ai peur que le retour signifie revenir à ce que nous étions.
séparés, isolés à nouveau. J'ai instinctivement tendu la main, touchant doucement son bras, ramenant son regard vers le mien. Nous n'avons pas à le perdre, pas si nous décidons de ne pas le faire. Les yeux d'Hélène cherchaient les miens avec intensité, à la recherche d'une confirmation. Honnêtement, et si ce n'est pas suffisant, et si le monde réel nous sépare à nouveau? Je ne laisserai pas ça arriver, ai-je répondu avec ferveur, ma voix pleine de conviction. Être ici m'a appris à me battre pour ce qui est important. Tu es importante, Hélène, plus que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Un petit sourire a adouci son expression. La gratitude brillait clairement dans ses yeux. Tu es devenu très important aussi, Théo, a-t-elle admis doucement. Sa voix portait une chaleur que je lui avais rarement entendue. Nous sommes restés debout en silence pendant un moment. La confession profonde pesait lourdement entre nous. Finalement, je me suis approché, l'attirant doucement dans une étreinte réconfortante. Elle s'est immédiatement détendue, se penchant contre moi, sa tête reposant doucement sur ma poitrine. Je n'aurais jamais pensé que je pourrais ressentir ça à nouveau, a-t-elle murmuré doucement. La vulnérabilité imprégnait chaque mot. Après mon divorce, j'ai juré de ne plus laisser personne m'approcher assez pour me blesser. Je l'ai tenue plus fermement, déterminée à la rassurer. Tu n'as pas à te protéger de moi. Tu comptes beaucoup pour moi, Hélène, plus que tu ne le sais probablement. Elle a lentement levé la tête, me regardant avec un espoir prudent dans les yeux. Je le sais depuis un certain temps, a-t-elle admis doucement. Je ne voulais juste pas l'admettre, même à moi-même. Moi non plus, ai-je avoué doucement. Un petit sourire s'est formé. Mais être ici, juste nous deux, a tout changé. Tu n'es plus ma patronne, pas dans mon cœur. Tu es quelqu'un sans qui je ne peux plus m'imaginer être. Les yeux d'Hélène scintillaient doucement, visiblement émue par mes mots. Elle a hésité brièvement, puis elle a tendu la main avec précaution, touchant doucement ma joue. Ses doigts sont restés délicatement sur ma peau. Lentement, presque timidement, elle s'est penchée, comblant la distance entre nous. Ses yeux n'ont jamais quitté les miens. Nos lèvres se sont rencontrées doucement, d'abord avec hésitation, puis le baiser s'est approfondi alors que la chaleur et l'affection mutuelle coulaient librement entre nous. Le baiser semblait naturel, inévitable, le point culminant parfait de tout ce que nous avions ressenti silencieusement, mais laissé inexprimé. Nous sommes restés proches l'un de l'autre après. Nos fronts se sont touchés doucement, nos souffles se sont mélangés chaudement dans l'air calme de l'île. Pourtant, alors que notre bonheur nous enveloppait, une autre réalité persistait, inévitable et dure. Notre temps ici était limité. Tôt ou tard, le sauvetage viendrait, nous ramenant à des obligations, des attentes et des réalités que nous avions laissées derrière nous. Hélène a finalement brisé le silence agréable. Sa voix était douce mais pensive. Que se passe-t-il quand nous rentrons, Théo? J'ai doucement expiré. Mes propres préoccupations se reflétaient clairement dans ses yeux. Je n'ai pas toutes les réponses, ai-je admis honnêtement. Mais une chose que je sais, c'est que je ne suis pas prêt à te perdre. Quoi qu'il arrive ensuite, je veux le faire ensemble. Elle a hoché la tête lentement. La confiance brillait ouvertement dans ses yeux. Ensemble, a-t-elle répété doucement, acceptant l'incertitude qui nous attendait. Alors que le soleil se couchait profondément à l'horizon, peignant le ciel de teintes oranges et violettes vives, nous nous tenions en silence côte à côte, nos doigts lâchement entrelacés, notre lien retrouvé, fort mais vulnérable face à l'avenir inconnu qui nous attendait au-delà de ce paradis insulaire. Le retour à la réalité. Nous savions tous les deux que des défis nous attendaient, des difficultés qui mettraient à rude épreuve notre relation naissante. Pourtant, malgré les incertitudes persistantes, dans ce moment calme ensemble, l'espoir a brûlé intensément en nous, offrant la certitude que peut-être, juste peut-être, ce que nous avions découvert ici serait plus fort que tout ce qui nous attendait dans le monde compliqué que nous avions temporairement laissé derrière nous. Malgré notre bonheur retrouvé, je savais que nous ne pouvions pas nous cacher de la réalité pour toujours. Aussi réconfortant que notre sanctuaire insulaire soit devenu, le monde auquel nous appartenions nous retrouverait inévitablement et nous devrions un jour l'affronter. Un matin, alors qu'Hélène se reposait paisiblement dans notre abri, je me suis discrètement dirigé vers la plage, portant le panneau réfléchissant que j'avais découvert. La surface métallique brillait de 1000 feux sous le soleil du matin. Sa réflexion pouvait signaler de l'aide à des kilomètres à la ronde. Avec des sentiments mitigés, j'ai placé le panneau stratégiquement, le fixant pour qu'il pointe vers le large, sachant que cette décision pouvait mettre fin à notre paradis parfait, mais isolé. Hélène m'a trouvé peu de temps après, debout en silence à côté du panneau, regardant l'horizon. Elle s'est approchée doucement, a posé une main douce sur mon épaule, sentant ma lutte intérieure. « Tu as pris ta décision ?» a-t-elle demandé doucement, sa voix pleine de compréhension. J'ai hoché la tête, me tournant lentement vers elle. « Nous ne pouvons pas fuir pour toujours », ai-je dit doucement,
un regret évident dans ma voix, peu importe à quel point je le souhaite. Hélène a soupiré doucement. La tristesse et l'acceptation se sont mélangées dans son regard. Je sais que tu as raison, Théo. Nous avons des obligations, des êtres chers qui nous attendent. Pourtant, l'idée de partir, sa voix s'est brisée, et j'ai doucement pris sa main, nos doigts entrelacés. Je comprends, l'ai-je rassuré, ma voix tendre mais ferme. Mais quoi qu'il arrive ensuite, nous le ferons ensemble. Un petit sourire courageux a joué sur ses lèvres alors qu'elle serrait ma main de manière rassurante. Ensemble, a-t-elle répété, réaffirmant notre promesse tacite. Dans les jours qui ont suivi, nous avons passé chaque moment possible ensemble, sachant que notre temps sur l'île était limité. Nous avons nagé dans l'eau ensoleillée, nous sommes promenés main dans la main sur les plages de sable doux et avons passé nos soirées dans les bras l'un de l'autre, parlant doucement ou profitant simplement du silence réconfortant. Chaque instant semblait précieux. Un dernier cadeau de cet endroit qui nous avait donné à tous les deux une nouvelle clarté et un amour profond. Finalement, un matin lumineux, le vrombissement lointain de moteurs a déchiré notre existence silencieuse. Nous nous sommes précipités dehors, clignant des yeux vers le ciel, et avons vu un avion de sauvetage qui tournait au-dessus de nous, attiré par la réflexion clignotante du panneau que j'avais placé. Mon cœur s'est serré douloureusement à la vue. Le soulagement s'est mélangé lourdement à la peur, alors que la réalité se rapprochait rapidement. En quelques heures, un hélicoptère a atterri sur la plage, apportant des sauveteurs qui nous ont rapidement soignés, ont examiné les plaies d'Hélène et nous ont fourni de l'eau et de la nourriture fraîche. Ils nous ont informés de la durée de notre disparition. Des semaines s'étaient écoulées sans aucune trace. Alors que nous nous préparions à monter à bord de l'hélicoptère, Hélène a hésité, regardant avec nostalgie notre abri, qui n'était plus qu'un rêve lointain. Le retour à la maison était si réel, le retour à la ville et la réunion. La nouvelle de notre sauvetage s'est répandue rapidement, et bientôt notre histoire, avec ses sous-entendus romantiques non conventionnels, est devenue publique. Immédiatement, nous avons été soumis à un examen intense, au scepticisme et au jugement chuchoté sur notre différence d'âge et nos positions professionnelles. Les gros titres ont sensationnalisé notre relation, les tabloïds ont spéculé sans pitié et les chuchotements nous ont suivis partout. Face à cette dure lumière des projecteurs, le comportement d'Hélène a changé de façon spectaculaire. Elle est rapidement retombée dans son personnage professionnel, calme, distante et soigneusement détachée du lien émotionnel que nous avions forgé sur l'île. En public, elle a gardé ses distances, a répondu aux demandes des médias avec froideur et a nié à plusieurs reprises les rumeurs d'une relation amoureuse. Chaque rejet froid ressemblait à une petite trahison. Chaque regard indifférent dans ma direction m'a fait plus de mal que je ne voulais l'admettre. Je me sentais perdu, désorienté, le cœur brisé par la distance soudaine qu'Hélène créait entre nous. Peut-être qu'elle regrettait tout. Peut-être que notre romance insulaire n'avait été rien de plus qu'une vulnérabilité temporaire, facilement abandonnée une fois que la réalité est revenue. Malgré ma confusion et ma douleur, j'ai respecté sa décision et maintenu un comportement professionnel chaque fois que nos chemins se croisaient. Pourtant, la douleur dans ma poitrine est devenue de plus en plus insupportable. Après un événement public particulièrement froid, où Hélène a de nouveau évité soigneusement de me reconnaître, j'ai finalement accepté ma défaite. Cette nuit-là, alors que je faisais mes valises dans mon petit appartement, je me préparais à quitter la ville pour recommencer ailleurs, là où des souvenirs douloureux ne pourraient pas me hanter. Alors que je me tenais seul dans la pièce faiblement éclairée, il y a eu un léger coup à ma porte, hésitant mais indéniablement familier. Mon cœur s'est arrêté de battre de manière douloureuse alors que j'ouvrais lentement la porte pour voir Hélène debout en silence dehors, la vulnérabilité et la sincérité clairement écrites sur son visage habituellement fermé. « Hélène ?» ai-je dit doucement, la surprise et l'espoir se disputant douloureusement en moi. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Ses yeux ont cherché les miens profondément. L'hésitation a brièvement troublé son regard avant que la détermination ne prenne le dessus. « Théo » a-t-elle commencé doucement, sa voix calme mais pleine d'une sincérité brute. « Je ne peux plus faire semblant. Je ne peux pas continuer à vivre ce mensonge, à nier ce qui me rend vraiment heureuse. » Ces mots m'ont surpris. L'espoir a prudemment germé en moi. « Je pensais que tu avais décidé de passer à autre chose, » ai-je admis avec prudence. Ma voix tremblait légèrement. Elle s'est approchée. Son expression est devenue profondément plus douce. Je pensais que c'était ce que je devais faire pour nous protéger tous les deux. Mais l'île m'a montré quelque chose que je ne peux pas ignorer. Le vrai bonheur ne concerne pas les apparences ou les attentes de la société. Il s'agit d'être fidèle à soi-même, à son cœur. Elle a fait une courte pause, rassemblant son courage avant de continuer avec conviction. Mon cœur t'appartient, Théo. Faire semblant que c'est différent m'a seulement montré à quel point j'ai besoin de toi.
L'émotion m'a submergé en entendant sa confession sincère. J'ai instinctivement tendu la main, la tirant doucement dans mes bras. Elle s'est immédiatement penchée contre moi. Le soulagement était palpable dans sa respiration tremblante. « Tu n'as pas à te cacher de moi, Hélène », ai-je murmuré tendrement. « Nous allons tout affronter ensemble, peu importe ce que les autres disent. » Elle a lentement levé la tête, rencontrant mon regard calmement. La sincérité rayonnait de ses yeux. « Je te le promets, Théo, je ne laisserai plus rien se mettre entre nous. Tu es le seul vrai bonheur que je connaisse depuis des années. Je ne peux pas te perdre. » Un sourire a doucement joué sur mes lèvres, alors que j'encadrais tendrement son visage, mon pouce caressant légèrement sa joue. « Tu ne me perdras pas, je suis toujours là. » Nos lèvres se sont de nouveau rencontrées doucement. Le lien a été réaffirmé, forgé dans l'isolement, testé par la réalité, mais finalement plus fort que les attentes de la société ou les rôles professionnels. Dans cette étreinte silencieuse, l'incertitude s'est lentement estompée, remplacée par l'espoir et une détermination inébranlable à protéger et à nourrir l'amour que nous avions découvert contre toute attente. Debout ensemble sous la douce lueur des lumières de la ville qui filtraient par ma fenêtre, nous nous sommes tacitement jurés de ne plus jamais sacrifier le vrai bonheur pour les apparences. Notre amour, né de circonstances inattendues, approfondi par l'adversité, était devenu la partie la plus authentique de nos deux vies, méritant d'être protégée et respectée, et le courage de faire face au monde ouvertement et honnêtement. Alors que nous nous tenions étroitement dans les bras, Hélène a soupiré doucement. La paix s'est finalement installée confortablement en elle. Elle a murmuré doucement. La sincérité a rempli sa voix. L'île m'a donné quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. L'amour vrai, la confiance, et quelqu'un pour qui ça vaut la peine de se battre. J'ai souri chaleureusement, la tenant encore plus fort, et nous nous battrons toujours ensemble. En fin de compte, notre voyage nous a appris que le vrai bonheur ne pouvait prospérer que si nous acceptions la vulnérabilité, abandonnions les façades et choisissions courageusement l'authenticité plutôt que l'approbation. Quels que soient les défis que l'avenir apporterait, nous les affronterions côte à côte pour toujours, guidés par la vérité profonde que nous avions découverte dans notre paradis isolé. Le vrai amour valait chaque risque, chaque jugement, chaque sacrifice.